Donc, bonjour à tous, donc, je me présente, je suis Arnaud Wetzel, donc, je suis un des cofondateurs de KBRW. Donc, on est une entreprise créée en 2009 qui crée des logiciels de supply chain plutôt aval en SaaS. On travaille pour une entreprise pas très loin d'ici que normalement vous connaissez, donc pour Michelin. On travaille aussi pour le luxe, la grande distribution et d'autres entreprises automobiles. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est comment nous, chez KBRW, on a créé une approche qui nous permet d'être indépendants des géants du cloud, entre guillemets, autant que faire se peut, parce qu'on est toujours évidemment un peu dépendant. L'idée, c'est de vous présenter pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, et les compromis que ça engendre, cette décision. Déjà, petite introduction. L'introduction, c'est est-ce que les plateformes AWS, Azure, Google Cloud Platform sont indispensables? Quand on regarde l'écosystème logiciel aujourd'hui, la réponse est oui. Évidemment, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que pas forcément. Mais quand même un peu sur certaines parties. Si on regarde aujourd'hui, donc 70% des organisations déclarent que la moitié de leur infrastructure est sur le cloud. Et aujourd'hui, quand on entend cloud, on entend logiciel en SaaS et on entend aussi plateforme. Donc là, ce que je vais essayer de faire pendant cette présentation, c'est d'essayer de décomposer ce qu'on appelle le cloud, ce qu'on cherche à avoir quand on prend des solutions dans le cloud, et donc les stratégies qu'on peut avoir pour être indépendant de ces éditeurs. Cette dépendance, évidemment, je vais aller dans le détail ensuite, elle apporte énormément de choses en termes de fiabilité, de processus IT, vraiment best of breed. Mais malgré tout le bénéfice qu'elles ont, elles ne sont pas totalement indestructibles. Je me rappelle pendant un appel d'offres, un DSI d'une entreprise de retail qui me dit mais je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas chez AWS, en fait ça simplifie tout et de cette manière-là vous avez 100% de disponibilité. Et la semaine suivante, il y a eu un incident DNS majeur sur AWS, pour ceux qui l'ont vécu, qui a eu un impact mondial. Donc le 100%, vous savez tous qu'il n'a pas beaucoup de sens. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est que en cherchant une alternative française ou européenne, on ne va pas nécessairement atteindre les mêmes niveaux de disponibilité. En revanche, imaginez qu'il n'y a pas de problème de disponibilité et que ce sujet a disparu parce qu'on utilise les plateformes best of breed, ça c'est relativement faux. Si on regarde, donc on parle beaucoup de l'incendie d'OVH, il y a quand même eu l'incendie de Google aussi, avec certains clients qui ont eu quand même leur backup et leur conteneur totalement indisponible pendant 15 jours. Là, j'ai fait un petit inventaire rapide des différentes indispos de ces dernières années. Vous voyez que ça se compte, à chaque fois, c'est des incidents globaux, soit sur une availability zone, soit sur le monde entier pour les pannes BGP, DNS. Et on parle de quand même demi-journée, plusieurs heures de downtime. Donc, pas forcément évident. Ensuite, il y a d'autres risques très importants que vous connaissez tous, c'est les réglementations. Et dans les réglementations, l'Europe essaye d'avoir une réglementation qui protège les données personnelles en forçant les éditeurs à être hébergés en France, en Europe, à avoir du contrôle sur leurs données. Mais qu'est-ce qui se passe quand le Cloud Act sort ? Le Cloud Act, c'est le Patriot Act oversea. Donc, même si vous êtes chez Equinix et que vous avez un hébergeur français qui est chez Equinix, en fait, vous n'êtes pas sûr qu'il ne peut pas y avoir une décision américaine dans un contexte de guerre économique pour aller chercher votre information. Donc pareil, en termes de sécurisation, ce n'est pas une évidence tant que ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la réglementation sur les données personnelles chinoises, elle, dans un environnement beaucoup plus contraint réglementairement, qui empêche en fait d'utiliser les solutions américaines, fait que finalement, ils arrivent à faire respecter leurs lois. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne idée d'avoir l'approche chinoise, mais ensuite,
Donc là, une phrase de Gartner, 90% des organisations qui échouent à contrôler leur cloud public, échouent en fait à contrôler leur cloud public avec leurs données sensibles. Donc 90%, c'est quand même beaucoup. Donc là, je vais revenir, donc ça c'était juste une introduction. Mon objectif, maintenant, ça va être de revenir à qu'est-ce que c'est que le cloud? Pourquoi est-ce qu'on utilise ces plateformes? Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel en SaaS? Et du coup, quelles sont les stratégies pour avoir les stratégies alternatives que peuvent avoir des clients finaux ou des éditeurs logiciels? Vous allez voir que c'est possiblement pas les mêmes stratégies. Donc déjà, le cloud native, d'où ça vient? Le cloud... Après, je vais expliquer pourquoi on parle de cloud native. C'est qu'avec l'arrivée d'Internet, vous savez que arrivent les architectures orientées services. Qu'est-ce que c'est que les architectures orientées services? C'est tout simplement le fait de donner la capacité à une organisation de se transformer et de transformer son organisation. Pour transformer son organisation et ses business process, on a besoin que les logiciels qui ont permis d'automatiser et d'outiller ces business process puissent être répartis, organisés, découplés en fonction des organisations. Donc ce qui définit le périmètre logiciel n'est pas le périmètre fonctionnel des modèles de données, etc. C'est quel est le périmètre organisationnel qui est servi par le logiciel, d'où le mot service. Donc, qu'est-ce que permet le fait d'avoir des services? Ça permet tout simplement de passer d'une organisation A à une organisation B sans... déjà, le fait que ça soit possible et sans trop de problèmes. Le fait de faire ça, ça entraîne quand même quelques inconvénients. Pourquoi? Ceux qui ont travaillé dans des grandes entreprises avec des gros mainframes savent qu'en fait, les monolithes apportent en fait beaucoup de choses positives. Déjà, ils apportent un modèle cohérent, fonctionnel, un modèle d'intégrité de données total et simple à gérer, un modèle de gestion du changement simple, donc un contrôle total sur la gestion du changement, un contrôle total sur la gestion des capacités, même si forcément il y a quand même un peu un goulot d'étranglement, au moins on le contrôle à un point unique, un contrôle total sur la disponibilité, et évidemment très peu de duplication de données, très peu de répartition, donc un contrôle total sur la sécurité. Qu'est-ce qu'on gagne quand on découple? Eh bien, on gagne ce que j'ai décrit tout à l'heure. On gagne la capacité à faire évoluer son organisation. Mais en fait, on perd tout le reste. Et c'est ça qui fait que les grosses organisations qui ont vraiment fait de l'informatique pendant longtemps, et donc qui sont passées à l'échelle d'un point de vue métier sur leur service IT, pour elles, c'est extrêmement compliqué et long de sortir de leur monolithe parce qu'elles doivent tirer un trait sur tout ça et reproduire tout ça dans un écosystème cloud. Donc vous voyez que ça, c'est un défi assez énorme. Du coup, qu'est-ce que c'est que le cloud native? Eh bien, en fait, c'est la conséquence du point précédent. C'est-à-dire que si on veut réellement avoir un risque, avoir un découplage par organisation, à la fois de la valeur et du risque, alors il faut avoir un découplage aussi du risque IT. Donc, c'est là qu'arrivent les logiciels en SaaS, sur lesquels vous achetez votre logiciel en SaaS, vous achetez le métier, et la totalité des process IT et des opérations qui sont derrière sont achetées avec et découplées entre deux logiciels. Évidemment, vous voyez bien que si on multiplie les solutions pour gérer tous ces sujets, on multiplie la complexité pour les contrôler, et on multiplie évidemment les possibilités d'échec sur chacun de ces sujets. Donc le cloud native, c'est déjà de déterminer la nécessité d'un standard. Et de dire, le cloud, c'est avant tout un standard best of breed d'une application qui peut être exposée sur les autoroutes de l'information, avec un risque contrôlé, sur lequel, du coup, toutes les problématiques de passage à l'échelle, de compliance, de sécurité, toutes les NFR sont les meilleures du marché. Donc, on prend un risque modéré sur ces sujets-là à les découpler. Et c'est là qu'arrive la problématique de la dépendance. Pourquoi? Parce que les standards dont je vous ai parlé au-dessus,
ils sont extrêmement larges, extrêmement complexes, sur énormément de sujets. Et donc, être le best of breed sur chacun de ces sujets, c'est un énorme défi, c'est extrêmement complexe. Donc, par voie de conséquence, qui gagne sur un sujet complexe? Les plus gros. Pourquoi? Parce que les plus gros, c'est ceux qui ont les meilleurs développeurs, les meilleurs ingénieurs, et on a l'impression que, quelque part, ils ont réalisé quelque chose qu'on ne peut plus atteindre. Ils ont atteint le standard best of breed sur tous ces sujets. Donc on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, les deux grandes alternatives d'une équipe de développeurs ou d'une équipe IT, c'est soit de partir sur des plateformes standards, où là le choix c'est la sous-traitance technologique totale, en considérant que comme on est sur les meilleurs du marché, le contrôle de ce risque n'a pas besoin d'être si important que ça. On considère que c'est les meilleurs. Vous avez vu tout à l'heure dans mes exemples que ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est très fort avec les Américains et leur argumentaire commercial, c'est que leur argumentaire commercial, la question ne se pose pas, c'est effectivement les meilleurs. Donc vous ne pouvez rien faire en France contre ça, malheureusement. Votre nationalité, voilà, c'est foutu. Si vous déménagez là-bas, en revanche, là, potentiellement, vous êtes dans les bons. Et à côté de ça, on va avoir sur certains logiciels sur lesquels on va avoir besoin de contrôle. Aujourd'hui, les ingénieurs vont surtout choisir les solutions open source. En se disant, une solution open source règle la problématique du contrôle, parce que je suis capable de voir le code, c'est maintenu d'une manière communautaire. C'est réversible, je sais que quoi qu'il arrive, le code, je peux le récupérer. Et la maintenance communautaire va me sauver de tous mes risques. Là, la question que je vais poser, c'est est-ce qu'il existe une alternative viable à ces deux solutions? Déjà, petit focus sur l'open source. Si on prend la Cloud Native Foundation, ou j'ai oublié le nom exactement, CNCF, qui du coup fait l'inventaire et certifie les solutions Cloud Native, donc celles qui respectent le best of breed des opérations IT en open source. C'est l'idée. Là, j'ai pris tous les logos des solutions certifiées. Ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que ça donne une impression d'avoir un écosystème open source extrêmement ouvert sur lequel, du coup, vous avez une certaine maîtrise, à la fois sur le choix, les compromis que vous allez faire. En pratique, vous allez avoir Kubernetes, qui est quand même développé à la base chez Google et sur laquelle la majorité des compétences dans le monde sont chez Google, sur lequel vous allez avoir un modèle opérationnel relativement bas niveau, puis vous allez avoir beaucoup de solutions autour qui vont créer des modèles opérationnels IT au-dessus de Kubernetes, mais du coup qui sont totalement dépendantes. Donc GitOps, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous les utilisent. Et de l'autre côté, vous allez avoir quand même des sujets qui sont relativement découplés en best of breed, donc ce sont Prometheus et Jagger qui sont du coup devenus des standards de fait. Et vous allez avoir d'autres logiciels qui ne sont pas du tout du même ordre, car ils n'exposent pas un modèle réel complet en fait, de pilotage de vos infrastructures et de votre IT, mais beaucoup plus des outils bas niveau qui permettent d'exposer les standards de pilotage du hardware qui permettent de faire du cloud. Donc typiquement, ils conseillent d'utiliser CoreDNS plutôt que Bind9, parce que CoreDNS fonctionne avec une logique de plugin sur lequel dynamiquement, en fait, on peut rajouter des logiciels qui créent dynamiquement des ensembles DNS sans avoir besoin de gérer un annuaire en dur. Containerd, qui va être une solution d'abstraction au-dessus de la normalisation des conteneurs, j'ai oublié OCI, etc. Envoy, pareil, même logique que CoreDNS sur la partie proxy. Sur lequel on va dire un achat proxy, c'est fixe, c'est un fichier de conf. Là, il y a un moyen en fait, de l'opérer de façon beaucoup plus dynamique pour fonctionner dans un mode cloud. Donc, je ne vais pas tous les faire. L'idée, c'est de vous montrer que si on retire les solutions bas niveau, qui ne sont juste... En fait, il n'y a quasiment pas de différence à l'utilisation entre utiliser Envoy et faire un système de gestion de conf au-dessus d'achat proxy. L'écosystème, majoritairement, et il y a un lien très fort entre Kubernetes et cette ONC,
Bref. Nous aussi, on est un acronyme compliqué, donc c'est un problème. Donc vous voyez qu'en réalité, on se crée aussi une dépendance en utilisant Kubernetes. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement la dépendance dans l'éditeur de Kubernetes qui est encore majoritairement Google, mais aussi la dépendance en termes de connaissances. C'est-à-dire que la maîtrise globale de ces technologies-là, c'est-à-dire typiquement, ça c'est une technologie qui permet dans le kernel Linux, vous savez, oui, Cecilium. Et du coup, dans le kernel Linux, maintenant, on peut dynamiquement coder ce qu'on veut, voilà, avec BPF. Et donc, Cecilium permet de faire ça en direct avec un modèle opérationnel sur le réseau. En fait, très très peu de gens utilisent ça. Très très peu de gens manipulent leur DNS en direct, leur proxy en direct. La plupart des gens qui du coup font du cloud native sur ces solutions, en fait, font de Kubernetes, ce qui entraîne une énorme dépendance, à la fois, je vous dis, en termes de connaissances, mais aussi en termes de fonctionnement, de modèle de fonctionnement. Je vais vous expliquer après. Voilà. Là, l'idée, c'est de dire, cette addiction, cette dépendance, elle peut être nocive. Pourquoi? Ça, c'est les points dont je vous ai parlé juste avant. Voilà les deux options. Plateforme standard ou open source standard. Plateforme standard, sous-traitance technologique totale. On se dit, moi, je délègue. De toute façon, je sais que c'est les meilleurs. Donc, je n'aurai pas de problème. Donc, ne pas contrôler le modèle de dépendance, le modèle de mutualisation n'est pas un problème. Eh bien, ça, c'est faux. C'est vraiment faux. Je crois que dans un exemple que j'ai mis au-dessus, il y a par exemple Datadog. Datadog qui a eu un change d'OS qui a entraîné une indispo de 2 jours. C'est-à-dire que le modèle de changement de mutualisation sur la gestion de configuration sur la totalité du système de Datadog a entraîné quand même un incident absolument majeur. C'est-à-dire que même si commercialement ils ont pu indiquer qu'ils avaient un niveau de dépendance sur une instance très grande entreprise, etc., relativement léger, ils avaient bien un de leurs modèles qui était très très multitenante et extrêmement dangereux. Et en fait, sur Internet, on a bien des points de mutualisation dont on ne peut pas s'extraire. Déjà, DNS et le routage IP. C'est pour ça que la majeure partie des gros incidents sur le cloud, c'est DNS et le routage IP qui fonctionnent fondamentalement d'une manière centralisée. En fait, c'est des grosses bases de données distribuées, mais cette grosse base de données est unique. Donc si on la casse, c'est cassé. Et typiquement, à tout mettre sur ces plateformes, en fait, on surmutualise cette partie-là, à la fois la partie IP et la partie DNS, ce qui entraîne les incidents dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, on a la sensation d'être en totale détente. En réalité, la totale détente, bon, heureusement, il n'y a aucun cas où on a la totale détente. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire dans l'absolu, donc c'est déjà pas mal. L'autre option, c'est les standards open source. Les standards open source, autre logique, on se dit, on a le contrôle. Là, c'est ma DSI qui va gérer les opérations. Possiblement même, je vais m'appuyer sur les plateformes en dessous pour sous-traiter, par exemple, que la partie IAS. Ou même, je vais mettre ça en on-premise chez moi. Je vais me créer ma propre plateforme. Là, on se dit, parfait, c'est standard, au moins ils ne bougent pas, ils sont maintenables forcément rétrocompatibles, parce qu'il y a une énorme communauté qui en est dépendante. En plus, là, je réinternalise la compétence, parce que le code est accessible, le modèle est accessible, j'en ai vraiment la maîtrise. En pratique, ce qu'on voit, c'est que la multiplication des dépendances et des surcouches, c'est-à-dire si je prends l'environnement Kubernetes dont je parlais tout à l'heure, en fait, ça va nous amener, pour créer un modèle opérationnel donné, à multiplier les surcouches. Multiplier les surcouches, ça veut dire multiplier les dépendances fonctionnelles et tout simplement la connaissance. Vous avez besoin de beaucoup de connaissances, et c'est une connaissance qui est spécifique à chacun de ces outils. C'est-à-dire que vous avez sous-traité le fait de correctement maîtriser en fait, le hardware, correctement maîtriser finalement les protocoles de base, votre DNS, votre routage, votre sécurité. Vous l'avez complètement sous-traité. En revanche, vous devez maintenir une connaissance pour un outil intermédiaire qui va changer, qui ne correspond pas forcément exactement à votre besoin, et donc sur lequel, finalement, ça va vous créer possiblement de la dette dans le temps.
Je vais donner un exemple simple. Au début de Docker, c'était considéré comme, il n'y avait pas encore Kubernetes, donc c'était le standard. Le standard open source, c'était Docker. Il était en prod à peu près nulle part, mais c'était le standard. Le modèle de contrôle du réseau sur les premières versions de Docker, la façon dont étaient exposés les services, les conteneurs et la façon dont on faisait le lien. Ce modèle-là était pas génial. Il était un peu nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont changé. Quand ils l'ont changé, ça ne peut pas être un changement rétrocompatible. Donc ils ont fait un changement total de modèle. Toute plateforme qui s'est conçue à la base sur Docker a dû être refaite entièrement. Okay, a dû refaire la totalité de son modèle de sécurité, la totalité de son modèle de fonctionnement. Donc est-ce qu'on peut dire que Kubernetes, ça n'arrivera pas? On peut dire que ça arrivera moins, de façon certaine. En revanche, dire que ça n'arrivera pas, sachant que en fait, ça arrive systématiquement, c'est un problème. Je ne vous donne même pas l'exemple de Python dans les technos open source. Voilà, tous ceux qui ont vécu la migration Python 3 savent à quel point ça a marché. Donc en fait, on a créé un couplage technologique et un couplage du risque avec ces deux solutions. Pour bien visualiser, quand tout le monde se met à utiliser Azure en grande entreprise, ce qui commence à se passer, et quand vous allez avoir tous les éditeurs SaaS qui en fait sont cloud, et on sait qu'ils sont cloud, parce qu'ils s'appuient sur Azure. Mais dans ce cas-là, le fameux découplage du risque que vous cherchiez tout à l'heure, pour réellement permettre à vos organisations d'être indépendantes, en fait n'existe plus. Dans votre architecture, quelque part, tous vos services SaaS sont basés sur la plateforme Azure. Donc quelque part, je pousse un peu le trait, hein, évidemment, une entreprise SaaS qui se base 100% sur les hyperscalers, est-ce que c'est vraiment une entreprise SaaS? Mais là, j'exagère un peu. Donc, l'idée, ce que j'essaie de faire rentrer, c'est ça n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire ce qui est présenté par le marché comme une évidence n'est pas une évidence. La problématique, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel j'insiste pas beaucoup, c'est évidemment que ces plateformes et ces outils sont extrêmement performants, fonctionnels et couvrent quand même une très très grande partie des besoins. Voilà. C'est une solution, mais vous avez compris que c'est aussi le cœur du problème, parce que c'est ça qui crée la dépendance. Là, l'idée, c'est de vous montrer que derrière la dépendance à un outil, il y a la dépendance à un modèle opérationnel. Un modèle opérationnel, c'est un modèle de gestion du risque et un modèle de gestion des coûts. Derrière le modèle de gestion des coûts, il y a à quel point vous mutualisez les ressources. Quel est le modèle de mutualisation des ressources? Quand vous utilisez une base de données comme un service sur AWS, vous ne connaissez pas le modèle de mutualisation des ressources. Vous ne le maîtrisez pas. Par ailleurs, le fait de ne pas le maîtriser fait que vous ne maîtrisez pas votre propre coût. C'est ce qui fait que finalement, vous allez payer relativement cher aussi votre ressource. Et encore une fois, le modèle de mutualisation, je donnais l'exemple du réseau. Le modèle réseau que vous choisissez, pour dire ça c'est une instance d'un logiciel, ça c'est une instance d'un réseau, vous n'en avez pas non plus le contrôle. C'est-à-dire que pour les solutions les plus entreprise-friendly comme Azure, là vous avez une maîtrise d'un réseau virtuel qui est quand même relativement complet, mais vous n'avez pas du tout la maîtrise des équipements réseau par lesquels vous allez passer, des différentes technologies qui sont sous-jacentes. Ça, vous ne l'avez pas. Vous avez un modèle d'abstraction au-dessus, ce qui est déjà pas mal. Sur d'autres plateformes, vous avez juste rien du tout. Donc ce que j'essaie de vous montrer, c'est que dans la gestion du réseau, dans la gestion des ressources, dans la gestion de ce qu'est un tenant, en fait, vous avez un compromis, vous avez un choix. Et quand vous utilisez une plateforme, vous dites juste « ce choix n'est pas le mien ». Ou si vous utilisez une surcouche à Kubernetes, en fait, vous êtes obligé de faire rentrer un rond dans un carré pour recréer votre modèle sur un autre modèle. À la fin, les technologies réelles qui seront utilisées, c'est un annuaire de services, de ressources, etc., qui sera toujours in fine DNS, parce qu'on est quand même dans un environnement relativement stable qui est Internet. Vous aurez toujours une logique de routage
elle aussi, qui sera toujours IP. IP avec en mode Internet BGP pour gérer la mise à jour des routes. Ensuite, vous allez avoir une logique de route applicative pour faire du load balancing, du filtrage de sécurité ou autre. Vous allez avoir une isolation de la ressource CPU RAM que vous allez utiliser. Aujourd'hui, je mets conteneur, mais ça peut aussi être la VM. Et vous allez avoir le matériel en tant que tel, la ressource brute. Donc le conteneur, en fait, c'est la ressource virtuelle. Le hardware, c'est la vraie ressource physique. De l'autre côté, votre modèle opérationnel, c'est la combinaison de tous ces objets. Du modèle de sécurité, avec les zones de sécurité, du modèle d'instance, du modèle de tenante. Est-ce que le tenante, c'est quelque chose qui est à l'instance? Est-ce que quand je crée l'instance de mon logiciel, j'ai un tenant de la totalité de ma plateforme et de mon réseau? Est-ce que mon tenante, il est au niveau de mon application, de mon environnement? Ça, en fait, ça dépend. Ça dépend du besoin, ça dépend de ce que vous voulez faire sur telle ou telle application. La gestion des repos, et même la gestion, là je mets application, mais qu'est-ce qu'une application? Ça dépend. Ça dépend aussi des systèmes. Quel est le niveau de granularité? Est-ce que l'application, c'est le repo? Est-ce que c'est l'ensemble de services qui tournent ensemble? Etc. Donc là, l'idée, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'entre les deux, il y a le fait d'orchestrer votre modèle vers ça. Et là, ce que vous faites quand vous sous-traitez soit de l'open source, soit aux plateformes, c'est que vous dites « ça, c'est pas moi qui le gère ». Et et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette perte de contrôle qui entraîne la perte de contrôle sur les types d'incidents dont je parlais tout à l'heure. Autre sujet, le côté plateforme et la répartition de la valeur chez les éditeurs logiciels. En cherchant à se concentrer sur la valeur pure métier, quand on code, on finit par abandonner la majeure partie de la valeur technologique. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution des technologies, le métier devient de plus en plus facile à coder directement. Dit autrement, la valeur de ce code-là, du code purement métier, a donc de moins en moins de valeur. Et la quantité de code qui représente la résolution des problématiques technologiques, qui majoritairement sont des problématiques de gestion du risque, l'état, l'intégrité, la confidentialité, la sécurité, etc., etc. Là, vous dites, non, ça c'est pour les Américains. Ou c'est pour d'autres entreprises. Ça, là, ce que nous on dit chez KBRW, c'est que c'est pas forcément une bonne idée. D'autant plus pour les éditeurs logiciels sur lesquels il y a un lien très fort entre la gestion de la performance et le métier qu'on essaie d'opérer. Nous, chez KBRW, on fait des OMS et des WMS, mais principalement des OMS. C'est le fait d'exposer toute la capacité supply de votre supply chain sous forme d'une offre sur un site web en temps réel. Et ça, c'est fondamentalement une problématique de performance. Donc là, le fait de se dire, cette problématique clé, qui est vraiment le centre du problème de l'OMS, ça va être fourni par telle autre plateforme. Du coup, qu'est-ce qui empêche n'importe quelle autre entreprise de le faire, ça? Personne. Donc en fait, ce n'est pas... Voilà, mon assertion ici, c'est que ça n'est pas une très très bonne idée. Autre chose, c'est que là, ce que j'essaie de montrer ici, ça a été un peu montré par l'écosystème open source. C'est que la valeur de la ligne de code, en fait, pour ceux qui gèrent des bugs, ils savent qu'à chaque ligne de code, on rajoute des bugs. Voilà. Donc, est-ce que une ligne de code, c'est de la valeur? Là, il y a des entreprises qui gèrent des projets de l'open source et qui vont dire oui, c'est de la valeur, mais moi je l'ouvre. Je permets à des gens de l'accéder, voire de mettre une version communautaire sur laquelle ils vont pouvoir l'utiliser en direct. La valeur réelle autour de votre code, c'est les différentes capacités que vous avez parce que c'est vous qui le connaissez, qui le maintenez, voire qui l'avez créé. Premièrement, c'est la capacité à créer. C'est-à-dire qu'une des particularités de l'informatique, c'est que on crée une machine récursive. Donc un bon logiciel est un logiciel qui permet de créer quelque chose au-dessus. Donc je peux donner l'exemple d'iOS ou autre, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Une simple librairie logicielle, vous voyez bien qu'il y a des librairies logicielles qui vous enferment et des librairies logicielles qui vous permettent de construire au-dessus. Et s'il y a des développeurs dans la pièce, ils savent qu'ils préfèrent toujours les logiciels qui permettent de développer au-dessus. C'est que la ligne de code, le fait de l'avoir créée,
vous donne cette capacité à créer. D'accord ? L'autre, donc quelque part, un bon logiciel est une plateforme, dit autrement. Donc là, vous voyez la problématique de s'appuyer, de dire que tous les logiciels SaaS du monde s'appuient sur les plateformes, c'est qu'à partir du moment où on crée des plateformes sur des plateformes, ça marche plus très bien. Et d'ailleurs, bah oui, parce que ça veut dire que le logiciel en lui-même va être une plateforme de dev. Donc une plateforme de dev qui s'appuie sur une plateforme de dev, à la fin, ça fait quelque chose sur lequel on n'a pas du tout la maîtrise des opérations techniques. Et donc, quelque part, le modèle DevOps devient inatteignable. Je vais expliquer après le lien avec le DevOps. Ensuite, la capacité à comprendre. Quand c'est vous qui avez créé votre ligne de code, ça veut dire que vous comprenez le sujet. Vous maîtrisez le sujet et vous êtes capable de maintenir cette ligne de code. Encore une fois, tous les développeurs savent que quand ils maîtrisent un sujet, s'il n'y a aucune ligne de code et qu'ils partent from scratch, bah finalement, tout sujet devient assez simple à coder. En revanche, reprendre le code de son collègue, ça c'est plus compliqué. Connaître un sujet, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, une librairie OAuth, bah en fait, il y a une différence entre quelqu'un qui utilise une librairie OAuth et quelqu'un qui est capable d'en avoir une. Quelqu'un qui est capable d'en avoir une, il va être capable, tout simplement, de correctement intégrer, je ne sais pas, du SAML avec de l'OAuth, il va être capable de correctement gérer les bugs, correctement opérer le logiciel. Ça, c'est le troisième point. La capacité à opérer le logiciel, aujourd'hui, c'est fondamental dans la chaîne de valeur de l'informatique. C'est-à-dire qu'une très grande partie de l'argent de l'informatique, c'est sur les opérations du logiciel. Merci. Donc, vous voyez bien qu'à partir du moment où on dit « moi, j'ai fait que le code, il est serverless, mais derrière les opérations, fondamentalement, c'est Google », en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez abandonné une grande partie de la valeur de votre logiciel. Là, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une alternative ? Parce que c'est quand même très compliqué les problématiques que je vous ai montrées. Est-ce que c'est possible ? Première réponse, est-ce que c'est possible, dans un temps relativement court, de reproduire une plateforme similaire à celle de Google? Voilà. Je pense qu'il n'y a même pas la question, il ne faut même pas la poser. Donc, mais si vous regardez bien, le fait de résoudre toutes les problématiques que je n'ai au-dessus peut se faire sans forcément utiliser les grosses solutions. Donc la question, c'est est-ce qu'on est obligé, quand on résout toutes ces problématiques-là, d'être forcément best of breed et d'être forcément suffisamment fort pour pouvoir le vendre comme une plateforme ? Dit autrement, j'ai oublié une. Dit autrement, mais c'est ce que je l'avais mis en dernière slide, mais je vais le reprendre à la fin. Est-ce que créer le cloud souverain, c'est nécessairement créer une plateforme souveraine? Là, vous avez compris normalement, là où je veux en venir avec mes slides précédents, c'est que non, on peut créer un cloud souverain à partir du moment où on recrée la capacité technologique pour résoudre les différentes problématiques dont j'ai parlé. Et résoudre ces problématiques ne nécessite pas nécessairement de créer une plateforme best of breed, vendable comme un service à l'ensemble de la planète. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que nous, KBRW, qui avons la problématique du coup de gérer un logiciel dans lequel la gestion de la performance, vraiment de la performance brute à partir du bare metal, c'est vraiment un sujet important. Du coup, ce qu'on a trouvé comme approche pour résoudre cette problématique. Là, j'ai inventé un mot, donc il ne veut rien dire, il n'existe pas sur le marché, mais voilà, c'est le DevOps native. Pourquoi je parle de DevOps native ? Parce que les différents sujets nocifs dont j'ai parlé tout à l'heure, de la dépendance, en fait, on peut tous les regrouper sous le sujet du DevOps. Pourquoi ? Là, je vais juste vous représenter une petite vision du DevOps avec un petit schéma. Voilà. Le DevOps, c'est l'agilité des opérations techniques. Qu'est-ce que c'est être agile ? Eh bien, être agile, c'est que quand on traite un sujet dont l'exécution est extrêmement risquée, alors le décideur ne peut pas juste demander à quelqu'un de l'exécuter, il doit prendre une responsabilité
conjointe pour réaliser sa tâche. Et ça se joue à différentes échelles. Ça se joue à l'échelle entre le métier et les développeurs, c'est-à-dire que comme dans le développement logiciel, on ne sait pas sur quoi on va tomber, c'est important que les jalons métiers qui sont pensés, soient pensés en même temps, avec le même niveau de responsabilité, et pas en mode client-fournisseur, que les sujets d'architecture purement technique, les sujets de conception. Donc c'est finalement passer d'un organigramme plutôt hiérarchique à un organigramme plutôt matriciel, fonctionnel, dans votre entreprise. Donc là, j'ai fait un mini RACI de l'agile, vous voyez, dans lequel je dis, on a quelque part une fonction métier qui est responsable de déterminer les jalons métiers respectueux des contraintes de conception, qui est au même niveau que la fonction conception, qui est en charge de réalisation des jalons de conception respectés des enjeux métiers. Et finalement, le fait de créer un processus itératif, c'est juste pour permettre d'aligner ces jalons. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand on dit on va faire du DevOps ? Eh bien, on dit le risque des opérations, la sécurité, la scalabilité, la performance, les temps de déploiement pour que votre logiciel devienne opérable. Tout ça, ce sont des risques opérationnels très forts qui vont peser sur le développement. Donc, c'est très important d'être agile entre vos processus de développement et vos processus d'opération. Donc, DevOps, c'est l'agilité des opérations techniques entre les développeurs et les opérations techniques. Qu'est-ce qui se passe quand on prend les plateformes, les grosses plateformes du marché ? En réalité, on perd cette capacité parce que d'une part, on gagne quelque chose, on peut se dire je suis DevOps parce que j'ai donné la liberté, j'ai des outils CI/CD, donc mon développeur devient indépendant pour déployer son application, il a une vision du logiciel qui va être opéré derrière. Mais derrière, ce qui va se passer beaucoup, pas toujours, hein, mais beaucoup, c'est qu'il va considérer la plateforme comme du NoOps. Voilà. C'est l'opposé de DevOps, NoOps. Plutôt que de dire j'intègre les deux, c'est l'inverse. Je dis j'ai tellement sous-traité que j'ai vraiment pas à m'en occuper. C'est vraiment pas mon sujet, de toute façon c'est excellent, c'est Google. Et ça pose une problématique quand on veut créer un logiciel qui a des problématiques de performance et qui veut lui-même être une plateforme, ce que j'ai décrit avant. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, on va créer une plateforme qui va nativement, depuis le début, essayer d'être cloud native, c'est-à-dire de respecter les standards best of breed du marché, et d'être en mode DevOps, c'est-à-dire d'avoir une cohérence, d'une part d'avoir une cohérence technologique depuis le début, dans lequel les outils pour faire les opérations sont créés avec les mêmes outils que pour créer le métier, d'avoir une maîtrise du modèle opérationnel en direct, c'est-à-dire que entre la maîtrise de ce qui se passe sur votre hardware et sur votre réseau et votre modèle opérationnel quand vous instanciez votre logiciel, vous en avez la maîtrise complète. Vous n'êtes pas dépendant d'autres outils. Ensuite, de viser une plateforme extensible en mode DevOps, c'est-à-dire que tous ces process-là, on essaye au maximum de donner au client le même niveau de contrôle que l'éditeur logiciel. Encore une fois, le but, c'est de créer un logiciel qui lui-même est une plateforme, un service qui lui-même est une plateforme. Et finalement, le but est d'avoir un minimum de dépendance, en fait, pour réaliser réellement la maîtrise dont je parle au-dessus. Concrètement, à la fin, ça fait quelque chose de relativement simple. Je ne vous ai pas détaillé toute la stack, parce que, petite problématique de confidentialité, on a des concurrents qui parfois reprennent nos slides, mot pour mot. Du coup, je suis désolé. Nous, chez nous, on va avoir une couche technologique d'orchestration basée sur Erlang et Elixir. Ensuite, on va y avoir une couche commune de gestion des business process, qui va être une couche métier de comment est-ce qu'on pilote une règle métier, un workflow, des rôles, de la sécurité, etc. Au-dessus, on va avoir une couche de services qui sont en fait tous les modèles types de services qu'on va produire à nos différents clients. Ce modèle-là, c'est celui qu'on applique à notre métier, donc aux instances métiers qu'on va servir à nos clients. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier avec l'application métier un service totalement spécifique à cette instance, couplé à cette instance, qui va proposer tous les services IT sur cette instance.
la CI/CD, la gestion des comités d'exploitation, la suivi des KPI opérationnels, les sujets de monitoring, d'alerting, d'appels téléphoniques, voilà, type Prometheus, etc. Et cette instance-là, ce logiciel-là, on va le créer exactement avec les mêmes technologies et la même approche. Du coup, même si on va perdre par rapport au logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, au best of breed, parce qu'on ne va jamais être aussi bon, en revanche, on va profiter du fait de le faire par nous-mêmes pour créer une cohérence technologique qui va faire qu'on peut être meilleur parce qu'on a une consistance et une concentration des compétences qui est beaucoup plus forte. Donc on crée des ingénieurs qui ont la capacité d'opérer leur logiciel. Ce qui permet d'avoir une vraie culture DevOps, en plus d'avoir une logique DevOps dans l'absolu. Concrètement, on va avoir une application Erlang qui va orchestrer directement des machines sur lesquelles on va utiliser des technologies très bas niveau de marché qu'on va directement piloter avec nos événements. Donc on va avoir une application Erlang par hôte pour opérer les différentes machines, les différents états. Qui orchestre la totalité. Et au-dessus, on va créer tous les services dont je viens de vous parler, les services métiers d'opération IT, avec la même logique que les services métiers clients qu'on offre à nos clients. Derrière, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ah, l'export PDF a fait un truc bizarre. Ça permet d'avoir notre propre modèle opérationnel. Merci. Entre, c'est quoi notre modèle de mutualisation des machines? C'est quoi notre modèle de mutualisation du réseau, de la sécurité? C'est quoi notre gestion des availability zones, des régions? Et donc on va pouvoir gérer notre propre modèle et aussi, évidemment, derrière ça, gérer notre modèle de coût. Notre plus gros client qui n'est pas Michelin, on avait fait le calcul si on l'hébergeait entièrement chez Azure et on avait un facteur 10 en termes de coût. Et donc, par rapport à ce qui nous payait, évidemment, le ROI du projet devient impossible et la totalité du projet ne fonctionne plus. Par ailleurs, donc là, je montre rapidement des interfaces qui représentent un peu cette logique-là, c'est-à-dire qu'in fine, on va avoir toutes ces interfaces-là pour piloter notre infrastructure. Ces interfaces-là, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en donner même la disponibilité aux clients en direct. Mais aujourd'hui, ça va être surtout les opérateurs chez nous qui vont les manipuler. Petite ouverture. Aujourd'hui, les grands éditeurs logiciels SaaS du marché ont leur propre maîtrise technologique. SAP, Salesforce, qui est le principal entre guillemets vrai SaaS historique, Oracle, IBM, ils vont avoir leur propre technologie. Si on prend le monde du cloud native, du moderne, pensons à Mac. Est-ce que quelqu'un ici connaît la Mac Alliance? La logique? Non? Pas du tout, vous ne faites pas trop de front e-commerce. L'idée, c'est d'avoir un standard du meilleur label SaaS pour créer des microservices, pour faire de l'expérience utilisateur, des fronts e-commerce, etc. C'est Mac, c'est microservices, cloud native, API first, headless. Donc dans Mac, il y a cette notion de cloud native. Et le plus gros éditeur logiciel SaaS de la Mac Alliance, c'est Algolia. Je vous invite à regarder comment Algolia opère son logiciel, mais globalement, c'est la même logique que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs propres outils propriétaires pour piloter le modèle opérationnel du bare metal à leur service final. Pourtant, ils sont cloud native. Donc, ça, c'est du cloud souverain. Vous voyez là où je veux en venir? C'est que quelque part, faire Algolia ou faire KBRW, ça, c'est possible. Et ça, si tous les éditeurs logiciels qui ont un périmètre relativement important font cet effort, se disent que c'est possible, c'est effectivement possible. Je parlais tout à l'heure de politique. Moi, je m'en fiche complètement de la politique. Je suis entrepreneur, je m'en fiche. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que ça nous apporte de la valeur sur notre marché, ça apporte de la valeur in fine à notre service, et à la fin, ça fait quand même une entreprise qui tourne. Aujourd'hui, on gère plus de 30 milliards de volume d'affaires sur notre plateforme, avec ce mode de fonctionnement, dans des conditions opérationnelles de qualité. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que...
rapport à la sécurité. Dans quelle mesure... pardon. Oui, donc ma question par rapport à la sécurité, dans quelle mesure le fait de réimplémenter un certain nombre de choses soi-même ne crée pas un risque en termes de sécurité si on n'est pas capable d'avoir la maîtrise technique pour justement l'implémenter correctement? Dans la logique, tous les outils bas niveau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'idée c'est pas de les refaire. Donc pour gérer concrètement le fait de bloquer les paquets correctement, le fait de gérer des clés correctement, ou le fait de faire du SSL correctement, là on va utiliser des librairies, on ne va pas le réimplémenter. En revanche, le modèle de sécurité, ça on va le réimplémenter, mais de toute façon il va être implémenté. Quand vous faites une application où vous exposez une API, vous prenez un risque de sécurité. Quand vous créez une IP quelque part, vous créez un risque de sécurité. Donc en réalité, le fait d'avoir la maîtrise du... Là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre de l'IPv6 partout, en privé, sur la partie réseau. L'idée, c'est d'avoir la maîtrise complète du routage à côté, mais ça, à cause d'OVH, on ne peut pas encore parfaitement le faire. On espère que ça va venir dans le futur. L'idée de ce réseau IPv6, c'est justement de pouvoir créer des réseaux virtuels pour chaque instance et avoir une gestion de la sécurité qui soit single-tenant. Mais in fine, cette IP, elle a un coût qui est nul. Ce qui est pas, et c'est pour ça qu'on fait de l'IPv6, parce qu'en IPv4, malheureusement, comme l'espace est limité, créer une IP, ça a un coût. Et allouer une IP, ça a un coût, parce qu'on doit avoir une base de données quelque part qui la loue, etc. Est-ce que ça répond globalement à la logique, à la question? Oui, mais en fait, au-delà, c'est plus... Est-ce que finalement... En fait, j'ai un doute sur la capacité à chacune des entreprises d'avoir les compétences suffisantes pour atteindre un niveau suffisant pour délivrer un logiciel, en fait, au final. Évidemment, ça c'est le cœur du sujet. Ça ne s'applique pas que à la partie sécurité. C'est bien ça, c'est que là, on multiplie les domaines de connaissances qui sont nécessaires. Mais c'est mon point précédent, c'est de dire qu'en fait, ces domaines de compétences, déjà, ce que je suis en train de décrire, c'est pas que tout développeur doit avoir toutes les compétences. Je ne suis pas en train de décrire qu'il doit pas y avoir d'équipe spécialisée en opération, en sécurité, etc. Donc oui, le fait de gérer ça, de cette manière-là, nécessite d'avoir des équipes plus expertes. Mais nous, le fait d'avoir des équipes plus expertes fait partie de notre valeur. Après, pour d'autres types d'entreprises, je ne sais pas si vous faites un logiciel RH, j'ai rien contre les RH, hein, absolument rien, mais si vous faites juste un logiciel qui fait du multiposting, d'annonces sur LinkedIn, etc., vous n'en avez rien à faire de ce contrôle. Donc ce que je suis en train de dire n'est pas adapté. Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même une classe de logiciels dans laquelle ces compétences-là sont nécessaires, parce qu'il va y avoir des incidents de sécurité. Chez certains de nos clients, on se fait attaquer en permanence. Donc il va y avoir des incidents de sécurité sur lesquels il va y avoir besoin d'une maîtrise réseau. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas capable de tracer ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe l'arrêt net. Vous l'avez peut-être déjà tous vécu pour ceux qui travaillent dans l'IT. Vous avez un intégrateur qui gère un infra, qui gère un logiciel, etc. Et vous avez un type d'incident sur lequel personne ne sait quoi faire. Et le logiciel peut rester comme ça pendant des semaines. Enfin, j'ai plein d'exemples, mais évidemment, je peux pas les donner. Je vais les faire de tout, mais on va être complet. Ah, bon quoi. On dépasse un peu. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Très bonne journée.